Ça s'enregistre? Voilà, ça s'enregistre, c'est parfait. Bon. Comme ça, je vais pouvoir mettre... Alors c'est pour ça que je vais rester un petit peu cool ce soir, parce qu'effectivement, on a plein de choses à fêter. Donc, moi, je voulais d'abord vous remercier d'être là. Oui, aujourd'hui, je peux me permettre de vous remercier. Et Serge Perronnet va dire un petit mot. Toi aussi, hein, monsieur Michel Rébardière, qui m'a fait la grande surprise d'être là, pour certainement avec la complicité de mon épouse, et pour un événement qui va se dérouler peut-être ce soir, demain, je ne sais pas, je suis au courant de rien normalement. Hein. Bon, j'ai eu un petit quelqu'un a vendu un petit peu la mèche pour Serge, mais pas pour Michel, et c'est vraiment une très grande surprise. D'ailleurs, je vais tous vous montrer tout de suite que Michel Rébardière est bien chez nous, en vous le montrant, voilà, ici. Merci, dis quelque chose Michel, parce qu'ils vont croire que c'est un clone. Hein. Bon, et puis Serge Perronnet qui est là, voilà. Donc c'est bien lui. Hein. Dis bonjour Michel, Serge. Oui, voilà. Michel, bonsoir. Alors, ensuite nous avons ici Valentin, bonsoir. API, qui nous a rejoint, puisqu'il a aussi une section ufologique, et l'instigatrice de tout ça, mon épouse. La mystérieuse Marguerite. La mystérieuse Marguerite, voilà. Ok, donc je vais retourner vers l'écran. Et puis alors, est-ce que ça vaut en fin de compte le coup qu'on se mette un petit peu en colère ce soir? Je ne sais pas. Est-ce que je dois vraiment parler de quelque chose qui gâcherait les trucs? Je voulais parler de l'affaire du Havre. Tu connais l'affaire du Havre? Tu en as entendu parler sur Internet? C'est très récent, c'est ça? C'est très récent, c'est le 5 septembre que ça s'est passé. Un peu, oui, mais voilà. ça... Alors, grosso modo, voilà l'affaire. Plusieurs témoins voient une série d'objets dans le ciel. Les directions prises sont en phase descendante est-ouest et en phase horizontale, en déplacement horizontal, ouest-est. Ou le contraire. Hein. Mais de toute façon, c'est est-ouest qui est concerné. Première chose que l'on fait, c'est que les témoins en question ont été faire leur propre enquête. Ils se sont dit, ben, on va chercher ce que c'est. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Et puis c'était tellement... Et puis, bon, premier fait du hasard, c'est peut-être un fait du hasard, mais j'en sais rien. On ne peut pas le démontrer. Problème de téléphone portable. Durant l'observation, les téléphones portables sont tombés en panne. On n'a parlé jusqu'à maintenant que de SFR. Est-ce que les autres, oui ou non, on ne sait pas. Ensuite, les GPS. Alors que les téléphones portables tombent en panne, c'est normal, c'est le réseau terrestre du téléphone portable qui tombe en panne. C'est possible. Qu'il y ait un fait du hasard, que ça s'est produit juste au moment de cette observation, c'est aussi possible. Mais les GPS, pourquoi les GPS sont tombés aussi en panne? Parce que eux, on les branche dans la voiture et ils se branchent direct sur le satellite. Donc, et fait encore plus étrange, c'est qu'à cette heure-là, on a des témoins qui n'ont pas vu l'observation, mais qui, eux, ont entendu les chiens, les chats et les oiseaux faire un ramdam du diable. À 22h40, les oiseaux ne font pas de bruit. Il me semble qu'il n'y a qu'une espèce qui peut éventuellement faire du bruit, c'est les étourneaux. Les étourneaux. Voilà, merci Serge Perronnet. Donc c'est les étourneaux. C'est les étourneaux qui font du bruit la nuit et qui dérangent pas mal de gens parce qu'ils sont tout le temps en train de se disputer. C'est vrai. Mais c'est pas l'époque. 5 septembre, c'est pas l'époque de la migration des étourneaux. Hein, c'est fin octobre. Oui, début novembre, quelque chose comme ça. Plus tard. Hein, où on voit ces grands nuages, des tourneaux qui passent là, et puis il faut ouvrir les parapluies parce qu'il n'y a pas que la pluie qui tombe. Vous voyez ce que je veux dire?
nous avons un responsable, un directeur régional du MUFON qui est venu s'intégrer dans cette histoire. La première chose qu'il a fait d'ailleurs, puisque c'est un monsieur qui veut révolutionner la communication en ufologie, puisqu'il a voulu révolutionner la communication, la première chose qu'il a fait, il s'est mis devant une caméra de BFM TV. Et donc, il a parlé de faits très étranges concernant cette affaire, mais qui concerneraient des choses très connues qui s'appelleraient des lanternes thaïlandaises. Et, bon, je crois qu'il n'en a pas parlé dans BFM TV, mais par contre, dans son compte-rendu écrit, il l'a marqué. Ces lanternes thaïlandaises auraient été lancées d'une grande propriété quelque part au Havre à l'occasion du Nouvel An juif. Et là, ça m'a fait tout de suite sursauter. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comme je suis un enquêteur et que je peux avoir des doutes, ce n'était pas moi qui m'occupais de cette affaire, c'était Marc Gray, le responsable du Rouen, qui s'occupait de cette affaire. Il me dit, je lui cherche les coordonnées de la synagogue du Havre, et je lui dis, écoute, tu contactes je ne sais plus comment ça, le responsable de la synagogue, je ne sais plus comment ça s'appelle, pardon, voilà, donc j'arrive pas à trouver mes mots là. Et puis, tu poses la question. Mais moi, je crois que lanterne thaïlandaise et fête juive, ça ne va pas ensemble. Il appelle donc le responsable en question. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Asseyez-vous. Oui. Donc, il contacte le responsable de la synagogue, qui lui dit, monsieur, d'abord, la fête juive, c'est pas le 5, c'est le 4. Un raté. Ensuite, les lanternes thaïlandaises et les fêtes juives, ça ne marche pas. Pourquoi? Eh bien, et c'est ce qui m'a fait sursauter, c'est que j'ai eu l'occasion, avant de rentrer donc, au Bouillard du bassin de Lorraine, je travaillais comme transporteur. Et notamment, l'un des derniers boulots que j'ai fait, j'ai transporté de la viande. Et le patron de la société, c'était un juif. Et je savais que quand il y avait des fêtes qui s'appellent Rosh Hashanah, cette fête-là s'appelle Rosh Hashanah, les juifs ont le droit de ne rien faire. Pas de cuisine, pas toucher à l'électricité, et pas toucher au feu. Donc, lanterne thaïlandaise et fête juive, ça ne va pas ensemble. Alors, promouvoir, vouloir changer l'ufologie et changer la communication ufologique en racontant de telles âneries, excusez-moi, mais le gars, il a fait que nous tendre le bâton pour se faire battre. Voilà. Ça, c'est pour un exemple. Là, je crois que Serge n'est pas au courant, mais on va parler d'une autre affaire qui me plaît bien et qui s'appelle l'affaire de Decazeville. Ah oui, d'accord. Tu sais pas, Serge, puisque tu es là devant moi, tu sais pas que notre compte-rendu que nous avons fait, puisque nous avons travaillé tous les deux sur cette affaire, Oui. toutes les photos que vous trouverez sur ce rapport, et vous pouvez aller voir le rapport du GEPAN, vous allez voir des photographies avec la date et l'heure en bas à gauche, en jaune. Ou en vert, c'est peut-être vert, hein, je sais plus. C'est jaune. Toutes ces photos, c'est Bibi qui les a prises. Et donc, le GEPAN a pris une partie de notre rapport, l'a confié à un ultra-sceptique dont je ne vais pas dire le nom. Tu vois qui c'est? Et le monsieur, il sévit dans des Vosges. Et le monsieur, il a recalculé le machin. Il l'a retransformé à sa façon. Donc, nous avons un témoin qui voit un objet pendant, des lumières, à un endroit devant sa maison. Il voit pendant 50 minutes des lumières. Grosso modo, avec lui, c'est 50 minutes. Bon. Au bout d'un moment, il s'est dit, vous savez,
témoins, ils sont comme ça. Ils vont dire, je ne vais pas partir, parce que si je pars, le machin, il va partir aussi. Donc je vais rester. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et il n'arrive pas à se décider d'aller chercher son appareil photo ou sa caméra pour filmer. Il avait juste à portée de la main, il avait une paire de jumelles, et quand il a vu le truc, qui était un peu exceptionnel, il s'est dit, je vais quand même y aller. Donc, il va chercher sa caméra, j'ai la même à la maison. À peu près la même, on a le même modèle, quoi, mais avec des options différentes. Donc, il va chercher la caméra. Naturellement, la caméra n'a pas de pile, donc il faut aller chercher le câble pour la brancher, etc. etc. Vous connaissez un peu le système, ça a duré 5-6 minutes peut-être. Donc, il a fait une observation de 50 minutes, entrecoupée de 5 minutes d'arrêt, pendant lesquelles il a été chercher cette caméra. Et il filme pendant entre 7, 8, peut-être 10 minutes. Hein. Le film, il fait une dizaine de minutes, grosso modo. Et donc, on voit ça. Et quand on lit le rapport, il faut que j'aille le chercher. Si mon ordinateur veut bien fonctionner. Ah, tu parles de Marc, c'est ça? De Marc, oui. Bon, le film n'est pas sur Internet. Hein. Le film n'est pas sur Internet. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut. Alors, je l'ai mis tout là. Ah là là, c'est pas vrai ça. J'ai mon ordinateur là qui déconne depuis un moment. C'est ta souris? Non, non, c'est pas ma souris, c'est mon ordinateur. Alors, documents, non, c'est dans documents. Ça c'est Chamblay. De Casse-Vide. Ah là, voilà. Voilà. Alors, je vais vous le mettre en grand s'il n'apparaît pas. Voilà. Voilà. Alors, quand moi je fais un rapport, j'assume mes responsabilités et je mets mon nom. Rapport de l'enquête de Chamblay, même sur le GEPAN, puisque cette enquête, bien entendu, c'était pas une soucoupe volante. C'était un ballon d'enfant. L'enquête de Chamblay, des ballons, lieu en 2007, je vous ai parlé tout à l'heure, c'était un ballon d'enfant. Donc on peut le mettre. On peut mettre les noms, on peut mettre tout. Dans mon rapport, vous avez le nom, mon nom, apparaissant en premier, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à ce rapport. Y compris M. François Louange, y compris Serge Perronnet, y compris, je crois que même toi, tu y es. Il me semble, d'une façon ou d'une autre, tu dois y être sur le rapport de Chamblay. Enfin, peu importe. Donc, mais là, c'est des machins qui sont, bon, cas d'observation, il n'y a pas de nom, il n'y a personne. Il n'y a personne, voilà. Donc, description du cas, je vous l'ai expliqué grosso modo. Et alors, paradoxalement, je ne sais pas où est-ce que c'est dans le texte. Voilà la fenêtre du... Vous voyez, je vous ai dit des photos avec le chiffre en bas. C'est moi qui l'ai pris, cette photo. On était ensemble. Hein, donc ils se sont servis de mon truc, mais ils transforment complètement ce que nous avons dit. Hein. Voilà encore une photo que j'ai prise. Donc, effectivement, alors ça c'est deux collines. Hein. Il y a une colline devant qui fait comme ça, et une colline plus loin derrière qui va dans l'autre sens. Et entre les deux collines, il y a une rivière qui coule. Hein. Oui. Voilà. Bon. Le témoin, lui, il a dit, j'ai vu ça horizontalement. Mais quand on va chercher sur le terrain et qu'on regarde bien, ça fait 5-6 degrés. 6 degrés à 1 km, c'est pas beaucoup. Mais 6 degrés à 40 km, ça fait différent. Hein, nous avons mon professeur de mathématiques qui est là. Combien ça fait, grosso modo, de tête, comme ça, allez, 5 degrés d'angle à 100 mètres, ça fait à peu près 5 mètres. 5 degrés, grosso modo, ça fait 5 mètres. 5%. 100 mètres. Hein, Oui, à 1000 mètres, ça C'est fait plus. 50 mètres. Ça monte, c'est un triangle équilatéral. Ça fait 50 mètres. Et à 40 km, donc 40 fois plus. Voilà. Bon. Donc, ça fait à peu près 5 degrés. Grosso modo, une moyenne de 5 degrés, parce que ça dépend comment on se place devant la truc, ça dépend comment le logiciel de mon téléphone fonctionne. C'est pas la perfection, mais c'est entre 5 et 7 degrés. Grosso modo. Bon, on l'a vu il n'y a pas longtemps, on l'a vu il y Donc, a 2 mois. voilà comment c'est. Et puis, la direction du nord, c'est encore moi qui prends la photo. Ça, c'est le plan que nous avons mis en ligne nous deux. Hein, c'est bien la direction, donc. Ça passe entre les deux collines qui sont ici.
Les deux collines, ils sont ici. Et nous avons fait, nous, la recherche, parce que nous savions que là, il y avait un aéroport. Parce que nous aussi, on a pensé à l'avion. Nous aussi, on a pensé à l'avion. Voilà. Les astres, ça n'est pas, hein, parce qu'on a vérifié aussi. Ça, c'est encore nous qui avons fait ça, hein, Serge? Oui, du moment. Vidéo de 5 minutes. Alors voilà, grosso modo, des phases de la partie donc, enregistrée par le témoin de ce qu'il a vu. Effectivement, quand on regarde la photo comme ça, on pourrait imaginer que ça, c'est des phares d'approche pour l'atterrissage, que ces deux-là, ce seraient les phares du bout des ailes, et que cette dernière serait celle du bout de la queue. Par exemple, on peut tout imaginer. Sauf que ça a duré quand même 50 minutes, cette histoire-là. L'avion en approche, ça ne fait pas 50 minutes. Alors, comment expliquer maintenant que cette lumière, elle est là? Parce qu'il a des grandes ailes quand même, hein, le machin. Effectivement, on a une lumière rouge ici. Alors, l'hypothèse envisagée, alors je ne sais plus où est-ce que c'était l'extrait de... Parce qu'ils disent quand même que c'est un extrait de rapport. Ah, contrôle, voilà. Extrait du rapport des IPN. Mais tu étais IPN à l'époque. Ah, bien sûr, j'étais un des premiers IPN nommés. Moi aussi, j'étais Par monsieur Jacques Patnet. C'était à quelle époque, ça, en 2008? 2008, ouais. Ouais, j'ai été viré, moi, en fin 2008. Et toi, tu as été tout de suite viré parce que tu as posé des questions sur le 5 novembre 90. J'ai sorti en première sur les journaux, il y avait trop de... La question qui dérange. Alors, l'hypothèse envisagée, et je vais vous montrer comment les gens qui C'est pas moi qui parlais. travaillent. C'est des choses qui me dérangeaient, moi, c'est pas moi qui les fais. Je ne sais pas si vous arrivez à lire correctement. Qu'est-ce que c'est qui est debout? Le journaliste, collaborateur musulman, il fallait que le journaliste mette un collaborateur. Voilà. Donc, un Hercule C-130, un Hercule C-130 qui serait à l'origine de ces trucs-là. Alors, on considère que l'hypothèse de l'avion étant à 30 km au début de l'observation, limiter la visuelle de l'ordre de 40 km, et il roule à 390 km/h. On a dit Hercule en France? Oui, bien sûr. On a 30 km. Alors, 390 pour faciliter les calculs. Rattrapez-moi, monsieur le professeur, si vous me permettez. On va arrondir à 400 km/h. En une heure, un avion, donc Hercule, fait 400 km. D'accord? En un quart d'heure, Et il divise par 4. il fait 100 km. 5 km. En 7 minutes et demie de film, Combien? ah ben il a fait 50 km. Donc, leur truc de 30 km et de 26 km, ça marche pas. Ou alors, l'avion, il arrive comme ça, vous savez, des C-130, c'est vachement bien, parce que les pilotes, ils se connaissent, ils ont dit, tiens, il y a un imbécile dans une maison qui est en train de nous regarder. Donc il y a un C-130 qui arrive, qui allume ses phares avec ses ailes, là. Et puis le deuxième qui dit, tiens, le Marc, on va l'avoir, je vais le mettre juste derrière, pile poil à 5 degrés d'angle, 7 degrés d'angle, puis un troisième derrière qui vient comme ça et qui va se mettre aussi, et puis au bout de 2 minutes, le premier, il éteint ses feux, il vire, le deuxième, il allume ses feux, il continue. Et ainsi de suite. Pendant 50 minutes. Donc il y avait au moins 10 qui se suivaient les uns derrière les autres. Alors on a affaire à des trucs comme ça. C'est quand même élémentaire. Ce qui est aberrant, Christian, c'est quand tu dis que considère que l'hypothétique avion était à 30 km au début. Moi j'ai vu le film, je l'ai analysé pendant longtemps, hein, des heures et des heures. Ces lumières n'étaient pas... elles pulsaient, c'est-à-dire qu'elles allaient d'une dimension, mettons, de 2 cm à 20 cm, elles pulsaient, elles faisaient Mais ça. attends, Elles pulsaient. Serge, Elles ne scintillaient pas, elles ne clignotaient pas, elles pulsaient. je suis d'accord avec toi. Attends, et allez, je finis, et à 30 km, tu peux pas avoir une lumière comme ça à 30 km. Elle est toute petite, elles étaient grosses. C'était assez imposant. Quand Quand on a montré tout à l'heure le ovale, c'est dans cet endroit-là que ces lumières se trouvaient. Pas un petit point au milieu de l'ovale, ça prenait à peu près tout l'ovale. Bon, mais par contre, moi cette histoire d'avion, je ne suis
pas contre. Ah non, non plus. Je suis pas contre. Mais qu'on nous donne d'autres explications que ça, quoi. Parce que ça, un enfant en maternelle, il arrive quand même à voir que ça ne peut pas marcher. Alors Christian, l'avion arrivé de face, ça a été filmé, ça a été observé pendant 50 minutes. Le film n'a pas duré 50 minutes, mais entre-temps, cet objet qui arrivait de face, comme ça, que l'on voyait, ces lumières, vous avez vu tout à l'heure, qui pulsaient, comme ça, hein, qui pulsaient, sont restées très longtemps en face, elles étaient à 30 km, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que pendant ces 50 minutes, après c'est un avion, Marc l'a vu, il est parti de là, de là où il était vers la droite, pour revenir après. Donc si l'avion arrivait de face avec des phares, il ne part pas en crabe, il tourne l'avion, vous ne voyez plus les phares, vous les voyez de face. Donc lui, il a vu cet objet brillant, que vous avez vu tout à l'heure, évoluer, partir au rang de la crête de la montagne, et après ça a disparu sur la droite, puis c'est revenu, et c'est revenu en face. Donc ça ne peut pas être un avion vu de face, parce qu'un avion vu de face, encore je répète, Ben lui, il a vu les voir. Lui, il a dit que les objets n'ont jamais disparu. Mais regardez voir encore un autre truc. C'est facile, hein, on balaye comme ça dans les enquêtes. Cette vidéo assez caractéristique d'un avion, donc ils affirment que du coup c'est un avion. Ne couvre que 5 minutes d'une observation déclarée comme durant 50 minutes. Alors, d'une observation déclarée comme durant 50 minutes. Ça veut dire qu'on met en doute encore la parole du témoin. Le témoin décrit une séquence de 2 observations comme celle-ci séparée de 5 minutes, au même endroit dans le ciel, ce qui ne fait que 15 minutes en total et non 50. Comment on peut... écoutez voir, on a un professeur de mathématiques, excuse-moi mais j'ai pas compris le problème là. Là, j'ai pas du tout compris. Le film, Christian, qui nous est présenté, ne dure pas 50 minutes. Non, non. Parce que d'abord, il avait les batteries à plat, déjà, d'une part, il n'avait plus de batteries. Bon, il a vu disparaître le truc, comme je te dis, mais il est revenu, mais il est resté longtemps après. Mais il n'a pas filmé 50 minutes, tu comprends? On est d'accord, lui, il nous a déclaré avoir fait une observation. C'est pour ça qu'il y a un mélange, il y a un mélange de tout, là, et de n'importe quoi. Le témoignage, ça a l'air inconsistant sur ce point. Mais je ne sais pas comment on peut faire. Là, il y a un truc de problème qui se passe. Mais bon, on reconnaît le style. Hein. Vous ne pouvez pas vous imaginer. On sait très bien qui a fait ça. Parce qu'on connaît le style, on sait comment il écrit. C'est exactement. Et puis surtout, en plus, que comme c'est Comtesse qui a fait la truc, je vais essayer de le... Comment dirais-je? On peut le dire si tu veux, Christian. Non. Prononcer son nom, c'est lui faire la publicité. C'est pas vrai. Non, mais je ne veux pas dire. Conclusion. Effectivement, on a affaire à une affaire qui n'est pas... Et puis, mince. Alors, il faut quand même que je vous dise qu'il y a une soi-disant zone militaire qui est à proximité, qui serait... C'est ça, difficile de réfléchir dans ces cas-là, qui serait à proximité et qui expliquerait donc ces fameux sentiments et ces machins. L'altitude, il était à combien? On ne sait pas. On sait pas. Il y a une zone qui s'appelle FL machin. Ça, il faudrait que je demande à un pilote. Et je crois que je vais demander à... Jean-Pierre Varenne, il te le dira, il a visité la base. Jean-Pierre Varenne. Michel, tu te rappelles, Jean-Pierre, quand il avait visité le sous-sol, c'est dans le Lot. C'est-à-dire, c'est marqué quelque part. Face à ça, mais cette base, ils font des essais sur le plasma. Donc c'est une base militaire qui fait un travail sur l'étude des plasmas. Non, c'est pas ça. Si, moi, il y a une base qui te parle, ça n'a rien à voir. C'est une zone d'entraînement d'avion. Oui, mais c'est eux qui le disent. Ils ne vont pas te dire qu'il y a des plasmas. Moi, je te le dis. Alors, où est-ce que ça se trouve? C'était pourtant dans ce rapport. Parce que les zones de soins sont répertoriées. Jean-Pierre a été la visiter. J'en ai fait un, c'est les sauts régimentaires. Les zones de soins sont répertoriées. Et là, le Lot. Et le plafond, alors c'est 400 mètres pour l'engagement matos, 400 à 600 c'est de plasma. Mais quand ils disent qu'il y a un avion qui était observé de face, donc tu confirmes que si on fait des largages de n'importe quoi, que ce soit un char, que ce soit du matériel, que ce soit des hommes, c'est entre 400 et 500 mètres d'altitude. Bon, déjà pour commencer. En plus, donc, si l'observation elle est à 5 degrés d'angle et que la colline elle dépasse, donc, si l'avion il est à 400 mètres d'altitude, à 10 km, il est sous la colline, il ne se voit pas. Il ne se voit pas. Et quand on fait des essais de largage, ce sont des essais militaires.
Donc il n'y a pas de lumière, on n'allume pas les lumières des avions pour montrer à tout le monde qu'on est là. Bon. Il y a même les coordonnées, il me semble, de ces fameuses trucs, mais là je n'ai pas réussi à retrouver. Voilà, TSA 43. Alors moi j'ai tapé TSA 43. TSA 43. Voilà la zone. De Casville et Villefranche. Je ne la connais pas celle-là, je sais qu'en face il y en a une, oui. Mais comme je te dis dans l'autre, qui font des études sur les plasmas. Non, mais ça c'est une zone d'entraînement d'avion. C'est une zone qui est interdite au survol d'autres avions pour ça. Bon. Alors, puisque le Japon, il se vante partout que l'armée de l'air collabore avec eux, il suffit simplement de leur demander tel jour, telle heure, telle date, avez-vous fait des essais à tel endroit? Répondre oui. Or, l'excuse, c'est que c'est tellement loin, parce qu'ils ont quand même mis 5 ans pour répondre à ça. Combien? 5 ans. 5 ans, oui. 5 ans, ils ont mis. 5 ans pour 2008 à 2013. Ah, oui. 5 ans. 5 ans. Donc, c'est tellement loin, à savoir, je vais vous lire la phrase. Hein. Étant donné la date tardive de cette dernière information, le Japon n'a pas pu obtenir de certitude sur cette mission d'entraînement. Allez hop, on s'en fout. On n'a pas de certitude, on ne va pas embêter ces pauvres militaires. Hein. Ils ont quand même autre chose à faire. Ils ont la guerre à faire. Il y a le. Je ne sais plus c'est où. Bon, enfin bref. Donc voilà, il n'y a pas de. Et il n'a pas entendu. Parce que les militaires, ils ne connaissent pas l'informatique, vous savez. Ils ne savent pas taper sur le truc et mettre une date dessus pour savoir ce qu'ils ont fait. Donc, voilà. Alors voilà à quoi on est. Oh là là, oui, je n'avais pas lu ce rapport, mais c'est lamentable. C'est lamentable, c'est ça. C'est lamentable. Étant donné, mais regarde, le fait que le témoin n'ait rien entendu n'est pas étonnant. D'une part, on entend que très peu un avion à 5 km vu de face. Eux, ils disent qu'il est à 30 km, ils te montent un phare comme ça à 30 km. Bon, ben, vois un avion à 30 km, tu ne verras jamais de phare. Tu vois rien à 30 km. Tu vois juste une étoile. Rien du tout, tu le verras. Écoute, quand je suis venu ici, je passe près d'un aéroport, je ne sais pas où il est, je ne me rappelle plus où il est, mais on voit les avions qui se suivent les uns derrière les autres. Hein, mais ce sont des avions civils, avec leur phare d'atterrissage. Donc, quand ils sont en phase d'atterrissage, à un certain moment, ils allument la lumière. Et c'est là que j'ai vu le premier qui a répondu. Il y a une étoile, je suis ufologue, on va jamais me croire si je dis que c'est un ovni. Et puis, moi je roulais à 130 sur l'autoroute, de temps en temps je levais l'œil, et puis après je vois un DC-10 qui atterrit. C'est fou, c'est fou. Quelques minutes plus tard, je vois un deuxième DC-10 qui est derrière, et puis je vois la deuxième lumière allumée et la troisième lumière allumée. Mais le machin, il était à 30-40 km, mais c'est un point qui est aussi petit qu'une étoile dans le ciel. Tu le verras même pas, je te dis, à 30 km. Si, à 30 km tu le vois. Un phare de cette puissance. Un phare d'avion à 30 km tu le vois. Mais ça fait rien, peu importe. Il était à 25 km, on s'en fiche. Mais en attendant, moi j'ai vu 2 avions, je les ai reconnus, les DC-10, qui se posaient. Oui. Bien sûr. Donc on peut quand même. Ça m'épate parce que ça me coupe le souffle, j'arrive même plus à parler avec cette histoire. Surtout quand tu vois que le bruit de la télévision couvrait tout bruit léger. Mais pourquoi ils affirment quoi? Comment ils le savent ça? C'est eux qui décident que le bruit de la télévision couvrait le bruit qui était très léger. Parce que le témoin, c'est quand même malheureux, mais on le connaît. Est-ce qu'il avait la Au mois d'août, on l'a rencontré une dernière fois, on l'a rencontré encore une fois au mois d'août. Oui, là, dernièrement. Il habite toujours dans la même maison. Et j'ai été reprendre des photos, mais bon, malheureusement, je ne les ai pas copiées sur l'ordinateur, mais je pourrais vous le montrer tout à l'heure. C'est dommage, Christian, on appareil photo, vous verrez que j'ai un logiciel dedans, quand on lève comme ça, les angles s'affichent. Il y a tout qui s'affiche. Ouais. Donc j'ai repris la photo du même endroit où je me trouvais exactement, il y a 5 degrés de moyenne, entre 5 et 7 degrés. Ça te donne le nord, le sud, tout, c'est vrai que c'est bien fait ce logiciel. C'est pas mal, mais ils n'ont même pas repris